Le vicomte de Bragelonne, partie 37, chapitre 156, l'affût. Le roi fit un signe aux mousquetaires, l'autre à de Saint-Aignan. Le signe était impérieux et signifiait « Sur votre vie, taisez-vous ». D'Artagnan se retira, comme un soldat, dans l'angle du cabinet. De Saint-Aignan, comme un favori, s'appuya sur le dossier du fauteuil du roi. Manicamp, la jambe droite en avant, le sourire aux lèvres, les mains blanches et gracieuses, s'avança pour faire sa révérence au roi. Le roi rendit le salut avec la tête. « Bonsoir, monsieur de Manicamp, dit-il. »« Votre Majesté m'a fait l'honneur de me demander auprès d'elle, dit Manicamp. »« Oui, pour apprendre de vous tous les détails du malheureux accident arrivé au comte de Guiche. »« Oh, sire, c'est douloureux. »« Vous étiez là ? » ?»« Pas précisément, sire. »« Mais vous arrivâtes sur le théâtre de l'accident quelques instants après cet accident accompli. »« C'est cela, oui, sire. Une demi-heure à peu près. »« Et où cet accident a-t-il eu lieu ? » ?»« Je crois, sire, que l'endroit s'appelle le rond-point du bois Rochin. »« Oui, rendez-vous de chasse ? » ?»« C'est cela même, sire. »« Eh bien, contez-moi ce que vous savez de détails sur ce malheur, monsieur de Manicamp. Contez. » « C'est que votre Majesté est peut-être instruite, et je craindrais de la fatiguer par des répétitions. »« Non, ne craignez pas. » Manicamp regarda tout autour de lui. Il ne vit que d'Artagnan adossé aux boiseries. D'Artagnan calme, bienveillant, bonhomme, et de Saint-Aignan avec lequel il était venu et qui se tenait toujours adossé au fauteuil du roi avec une figure également gracieuse. Il se décida donc à parler. « Votre Majesté n'ignore pas, dit-il, que les accidents sont communs à la chasse. »« À la chasse ? Oui, sire. Je veux dire à l'affût. »« Ah ah, dit le roi, c'est à l'affût que l'accident est arrivé ? » ?»« Mais oui, sire, hasarda Manicamp. Est-ce que votre Majesté l'ignorait ? » ?»« Mais à peu près, dit le roi fort vite, car toujours Louis XIV répugna à mentir. « C'est donc à l'affût, dites-vous, que l'accident est arrivé ? » ?»« Hélas, oui, malheureusement, sire. » Le roi fit une pause. « À l'affût de quel animal ? » demanda-t-il. « Du sanglier, sire. »« Et quelle idée a donc eu de Guiche de s'en aller comme cela, tout seul, à l'affût du sanglier ? C'est un exercice de campagnard, cela. Et bon, tout au plus, pour celui qui n'a pas, comme le maréchal de Gramont, chiens et piqueurs pour chasser en gentilhomme. » Manicamp plia les épaules. « La jeunesse est téméraire, » dit-il sentencieusement. « Enfin, continuez, » dit le roi. « Tant il y a, » continua Manicamp, n'osant s'aventurer et posant un mot après l'autre. « Comme fait de ses pieds un paludier dans un marais, tant il y a, sire, que le pauvre de Guiche s'en alla tout seul à l'affût. »« Tout seul ? Voir, le beau chasseur. Eh, monsieur de Guiche ne sait-il pas que le sanglier revient sur le coup ? Voilà justement ce qui est arrivé, sire. » « Il avait donc eu connaissance de la bête ? » ?»« Oui, sire, des paysans l'avaient vue dans leurs pommes de terre. »« Et quel animal était-ce ? » ?»« Un ragot. » « Il fallait donc me prévenir, monsieur, que de Guiche avait des idées de suicide. Car, enfin, je l'ai vu chasser, c'est un veneur très expert. Quand il tire sur l'animal acculé et tenant au chien, il prend toutes ses précautions. Et cependant, il tire avec une carabine. Et, cette fois, il s'en va affronter le sanglier avec de simples pistolets. » Manicamp tressaillit. « Des pistolets de luxe, excellents pour se battre en duel avec un homme, et non avec un sanglier, que diable !»« Sire, il y a des choses qui ne s'expliquent pas bien. »« Vous avez raison, et l'événement qui nous occupe est une de ces choses-là. Continuez. » Pendant ce récit, de Saint-Aignan, qui eût peut-être fait signe à Manicamp de ne pas s'enferrer,
était couché en joue par le regard obstiné du roi. Il y avait donc, entre lui et Manicamp, impossibilité de communiquer. Quant à d'Artagnan, la statue du silence, à Athènes, était plus bruyante et plus expressive que lui. Manicamp continua donc, lancé dans la voie qu'il avait prise, à s'enfoncer dans le panneau. « Sire, dit-il, voici probablement comment la chose s'est passée. De Guiche attendait le sanglier. »« À cheval ou à pied ?» demanda le roi. « À cheval. Il tira sur la bête, la manqua. Le maladroit, la bête fonça sur lui. Et le cheval fut tué ? Ah, votre majesté sait cela ? On m'a dit qu'un cheval avait été trouvé mort au carrefour du bois Rochin. J'ai présumé que c'était le cheval de Guiche. » « C'était lui, effectivement, sire. »« Voilà pour le cheval. C'est bien. Mais pour De Guiche ? De Guiche, une fois à terre, fut fouillé par le sanglier et blessé à la main et à la poitrine. C'est un horrible accident. Mais, il faut le dire, c'est la faute de Guiche. Comment va-t-on à l'affût d'un pareil animal avec des pistolets ? Il avait donc oublié la fable d'Adonis ? » Manicamp se gratta l'oreille. « C'est vrai, dit-il. Grande imprudence. »« Vous expliquez-vous cela, monsieur de Manicamp ? » ?»« Sire, ce qui est écrit est écrit. »« Ah, vous êtes fataliste. » Manicamp s'agitait, fort mal à son aise. « Je vous en veux, monsieur de Manicamp, continua le roi. »« À moi, sire ? » ?»« Oui, comment ? Vous êtes l'ami de Guiche. Vous savez qu'il est sujet à de pareilles folies, et vous ne l'arrêtez pas. » Manicamp ne savait à quoi s'en tenir. Le ton du roi n'était plus précisément celui d'un homme crédule. D'un autre côté, ce ton n'avait ni la sévérité du drame, ni l'insistance de l'interrogatoire. Il y avait plus de raillerie que de menace. « Et vous dites donc, continua le roi, que c'est bien le cheval de Guiche que l'on a retrouvé mort ? Oh, mon Dieu, oui, lui-même. Cela vous a-t-il étonné ? Non, sire. À la dernière chasse, monsieur de Saint-Maur, votre majesté se le rappelle, a eu un cheval tué sous lui, et de la même façon. Oui, mais éventré. Sans doute, sire. Le cheval de Guiche eût été éventré comme celui de monsieur de Saint-Maur, que cela ne m'étonnerait point, par Dieu. Manicamp ouvrit de grands yeux. Mais ce qui m'étonne, continua le roi, c'est que le cheval de Guiche, au lieu d'avoir le ventre ouvert, ait la tête cassée. Manicamp se troubla. « Est-ce que je me trompe ? reprit le roi. Est-ce que ce n'est point à la tempe que le cheval de Guiche a été frappé ? Avouez, monsieur de Manicamp, que voilà un coup singulier. Sire, vous savez que le cheval est un animal très intelligent, il aura essayé de se défendre. Mais un cheval se défend avec les pieds de derrière et non avec la tête. Alors le cheval, effrayé, se sera abattu, dit Manicamp, et le sanglier, vous comprenez, sire, le sanglier, oui, je comprends pour le cheval, mais pour le cavalier, eh bien, c'est tout simple. Le sanglier est revenu du cheval au cavalier et, comme j'ai déjà eu l'honneur de le dire à votre majesté, a écrasé la main de Guiche au moment où il allait tirer sur lui son second coup de pistolet. Puis, d'un coup de boutoir, il lui a troué la poitrine. Cela est on ne peut plus vraisemblable, en vérité, monsieur de Manicamp. Vous avez tort de vous défier de votre éloquence, et vous comptez à merveille. Le roi est bien bon, dit Manicamp en faisant un salut des plus embarrassés. À partir d'aujourd'hui seulement, je défendrai à mes gentilshommes d'aller à l'affût. Peste, autant vaudrait leur permettre le duel. Manicamp tressaillit et fit un mouvement pour se retirer. Le roi est satisfait ? demanda-t-il. Enchanté. Mais ne vous retirez point encore, monsieur de Manicamp, dit Louis. J'ai affaire de vous. Allons, allons, pensa d'Artagnan, encore un qui n'est pas de notre force. Et il poussa un soupir qui pouvait signifier « Oh, les hommes de notre force, où sont-ils maintenant ?» En ce moment,
un huissier souleva la portière et annonça le médecin du roi. « Ah !» s'écria Louis, « voilà justement monsieur Vallaud qui vient de visiter monsieur de Guiche. Nous allons avoir des nouvelles du blessé. » Manicamp se sentit plus mal à l'aise que jamais. « De cette façon, au moins, ajouta le roi, nous aurons la conscience nette. » Et il regarda d'Artagnan qui ne sourcilla point. Chapitre 157. Le médecin. Monsieur Vallaud entra. La mise en scène était la même. Le roi assis, de Saint-Aignan toujours accoudé à son fauteuil, d'Artagnan toujours adossé à la muraille, Manicamp toujours debout. « Eh bien, monsieur Vallaud, fit le roi, m'avez-vous obéi ? » ?»« Avec empressement, sire. »« Vous vous êtes rendu chez votre confrère de Fontainebleau ? » ?»« Oui, sire. »« Et vous y avez trouvé monsieur de Guiche ? » ?»« J'y ai trouvé monsieur de Guiche. »« En quel état ? » ?»« Dites franchement. »« En très piteux état, sire. »« Cependant, voyons, le sanglier ne l'a pas dévoré ? » ?»« Dévoré qui ? » ?»« Guiche. »« Quel sanglier ? » ?»« Le sanglier qui l'a blessé. »« Monsieur de Guiche a été blessé par un sanglier ? » ?»« On le dit, du moins. »« Quelque braconnier plutôt. »« Comment, quelque braconnier ? » « Quelque mari jaloux, quelque amant maltraité, lequel, pour se venger, aura tiré sur lui. »« Mais que dites-vous donc là, monsieur Vallaud ? Les blessures de monsieur de Guiche ne sont-elles pas produites par la défense d'un sanglier ? » ?»« Les blessures de monsieur de Guiche sont produites par une balle de pistolet qui lui a écrasé l'annulaire et le petit doigt de la main gauche, après quoi elle a été se loger dans les muscles intercostaux de la poitrine. »« Une balle ? Vous êtes sûr que monsieur de Guiche a été blessé par une balle ? » s'écria le roi, jouant l'homme surpris. « Ma foi, dit Vallaud, si sûr que la voilà, sire. » Et il présenta au roi une balle à moitié aplatie. Le roi la regarda sans y toucher. « Il avait cela dans la poitrine, le pauvre garçon ? demanda-t-il. « Pas précisément, la balle n'avait pas pénétré. Elle s'était aplatie, comme vous voyez, ou sous la sous-garde du pistolet, ou sur le côté droit du sternum. »« Bon Dieu, fit le roi sérieusement, vous ne me disiez rien de tout cela, monsieur de Manicamp ? » ?»« Sire. »« Qu'est-ce donc, voyons, que cette invention de sanglier, d'affût, de chasse de nuit ? Voyons, parlez. »« Ah, sire. » « Il me paraît que vous avez raison, dit le roi en se tournant vers son capitaine des mousquetaires, et qu'il y a eu combat. » Le roi avait, plus que tout autre, cette faculté donnée aux grands de compromettre et de diviser les inférieurs. Manicamp lança aux mousquetaires un regard plein de reproches. D'Artagnan comprit ce regard et ne voulut pas rester sous le poids de l'accusation. Il fit un pas. « Sire, dit-il, votre majesté m'a commandé d'aller explorer le carrefour du bois Rochin et de lui dire, d'après mon estime, ce qui s'y était passé. Je lui ai fait part de mes observations, mais sans dénoncer personne. C'est sa majesté elle-même qui, la première, a nommé monsieur le comte de Guiche. »« Bien, bien, monsieur, dit le roi avec hauteur. Vous avez fait votre devoir, et je suis content de vous. Cela doit vous suffire. Mais vous, monsieur de Manicamp, vous n'avez pas fait le vôtre, car vous m'avez menti. »« Menti, sire ? Le mot est dur. »« Trouvez-en un autre. »« Sire, je n'en chercherai pas. J'ai déjà eu le malheur de déplaire à sa majesté, et ce que je trouve de mieux, c'est d'accepter humblement les reproches qu'elle jugera à propos de m'adresser. »« Vous avez raison, monsieur. On me déplaît toujours en me cachant la vérité. Quelquefois, sire, on ignore. Ne mentez plus, ou je double la peine. » Manicamp s'inclina en pâlissant. D'Artagnan fit encore un pas en avant, décidé à intervenir si la colère toujours grandissante du roi atteignait certaines limites. « Monsieur, continua le roi, vous voyez qu'il est inutile de nier la chose plus longtemps. Monsieur de Guiche s'est battu. »« Je ne dis pas non, sire, et votre majesté eût été généreuse en ne forçant pas un gentilhomme au mensonge. »« Forcé ? Qui vous forçait ? » « Sire, monsieur de Guiche est mon ami.
Votre Majesté a défendu les duels sous peine de mort. Un mensonge sauve mon ami. Je mens. » »« Bien, » murmura d'Artagnan, « voilà un joli garçon, mordiou. »« Monsieur, » reprit le roi, « au lieu de mentir, il fallait l'empêcher de se battre. »« Oh, sire, votre Majesté, qui est le gentilhomme le plus accompli de France, sait bien que, nous autres, gens d'épée, nous n'avons jamais regardé monsieur de Bouteville comme déshonoré pour être mort en grève. Ce qui déshonore, c'est d'éviter son ennemi, et non de rencontrer le bourreau. »« Eh bien, soit, dit Louis XIV, je veux bien vous ouvrir un moyen de tout réparer. S'il est de ceux qui conviennent à un gentilhomme, je le saisirai avec empressement, sire. Le nom de l'adversaire de monsieur de Guiche. »« Oh, oh, murmura d'Artagnan, est-ce que nous allons continuer Louis XIII ?»« Sire, fit Manicamp avec un accent de reproche. »« Vous ne voulez pas le nommer, à ce qu'il paraît, dit le roi. »« Sire, je ne le connais pas. »« Bravo, dit d'Artagnan. »« Monsieur de Manicamp, remettez votre épée au capitaine. » Manicamp s'inclina gracieusement, détacha son épée en souriant et la tendit au mousquetaire. Mais de Saint-Aignan s'avança vivement entre d'Artagnan et lui. « Sire, dit-il, avec la permission de votre Majesté. »« Faites, dit le roi, enchanté peut-être au fond du cœur que quelqu'un se plaçât entre lui et la colère à laquelle il s'était laissé emporter. « Manicamp, vous êtes un brave, et le roi appréciera votre conduite. Mais vouloir trop bien servir ses amis, c'est leur nuire. Manicamp, vous savez le nom que sa Majesté vous demande ? » ?»« C'est vrai, je le sais. » »« Alors, vous le direz. Si j'eusse dû le dire, ce serait déjà fait. » »« Alors, je le dirai, moi, qui ne suis pas, comme vous, intéressé à cette prud'homie. Vous, vous êtes libre, mais il me semble, cependant... Oh, trêve de magnanimité! Je ne vous laisserai point aller à la Bastille comme cela. Parlez ou je parle. » Manicamp était homme d'esprit et comprit qu'il avait fait assez pour donner de lui une parfaite opinion. Maintenant, il ne s'agissait plus que d'y persévérer en reconquérant les bonnes grâces du roi. « Parlez, monsieur, dit-il à de Saint-Aignan. J'ai fait pour mon compte tout ce que ma conscience me disait de faire, et il fallait que ma conscience ordonnât bien haut, ajouta-t-il en se retournant vers le roi, puisqu'elle l'a emporté sur les commandements de sa Majesté. Mais sa Majesté me pardonnera, je l'espère, quand elle saura que j'avais à garder l'honneur d'une dame. »« D'une dame ? » demanda le roi inquiet. « Oui, sire. »« Une dame fut la cause de ce combat ?» Manicamp s'inclina. Le roi se leva et s'approcha de Manicamp. « Si la personne est considérable, dit-il, je ne me plaindrai pas que vous ayez pris des ménagements, au contraire. Sire, tout ce qui touche à la maison du roi ou à la maison de son frère est considérable à mes yeux. »« À la maison de mon frère ?» répéta Louis XIV avec une sorte d'hésitation. « La cause de ce combat est une dame de la maison de mon frère ou de madame. »« Ah, de madame ? » ?»« Oui, sire. »« Ainsi, cette dame est une des filles d'honneur de la maison de son Altesse royale, Madame la Duchesse d'Orléans. »« Pour qui M. de Guiche s'est battu, dites-vous ? » ?»« Oui, et cette fois, je ne mens plus. » Louis fit un mouvement plein de trouble. « Messieurs, dit-il en se retournant vers les spectateurs de cette scène, veuillez vous éloigner un instant. J'ai besoin de demeurer seul avec monsieur de Manicamp. Je sais qu'il a des choses précieuses à me dire pour sa justification et qu'il n'ose le faire devant témoins. Remettez votre épée, monsieur de Manicamp. » Manicamp remit son épée au ceinturon. « Le drôle est décidément plein de présence d'esprit, » murmura le mousquetaire en prenant le bras de Saint-Aignan et en se retirant avec lui. « Il s'en tirera, » fit ce dernier à l'oreille de d'Artagnan. « Et avec honneur, comte. » Manicamp adressa à de Saint-Aignan et au capitaine un regard de remerciement qui passa inaperçu du roi. « Allons, allons, dit d'Artagnan en franchissant le seuil de la porte. « J'avais mauvaise opinion de la génération nouvelle.
Eh bien, je me trompais, et ces petits jeunes gens ont du bon. » Valo précédait le favori et le capitaine. Le roi et Manicamp restèrent seuls dans le cabinet. Chapitre 158, où D'Artagnan reconnaît qu'il s'était trompé et que c'était Manicamp qui avait raison. Le roi s'assura par lui-même, en allant jusqu'à la porte, que personne n'écoutait, et revint se placer précipitamment en face de son interlocuteur. « Ça, dit-il, maintenant que nous sommes seuls, monsieur de Manicamp, expliquez-vous. »« Avec la plus grande franchise, sire, » répondit le jeune homme. « Et tout d'abord, ajouta le roi, sachez que rien ne me tient tant à cœur que l'honneur des dames. Voilà justement pourquoi je ménageais votre délicatesse, sire. Oui, je comprends tout maintenant. Vous dites donc qu'il s'agissait d'une fille de ma belle-sœur, et que la personne en question, l'adversaire de Guiche, l'homme enfin que vous ne voulez pas nommer, mais que monsieur de Saint-Aignan vous nommera, sire. Oui, vous dites donc que cet homme a offensé quelqu'un de chez madame ? Mademoiselle de la Vallière, oui, sire. Ah, fit le roi, comme s'il s'y fût attendu, et comme si cependant ce coup lui avait percé le cœur. Ah, c'est mademoiselle de la Vallière que l'on outrageait ? Je ne dis point précisément qu'on l'outrageât, sire. Mais, enfin, je dis qu'on parlait d'elle en termes peu convenables. En termes peu convenables de mademoiselle de la Vallière ? Et vous refusez de me dire quel est l'insolent ? Sire, je croyais que c'était chose convenue et que votre majesté avait renoncé à faire de moi un dénonciateur. C'est juste, vous avez raison, reprit le roi en se modérant. D'ailleurs, je saurai toujours assez tôt le nom de celui qu'il me faudra punir. Manicamp vit bien que la question était retournée. Quant au roi, il s'aperçut qu'il venait de se laisser entraîner un peu loin. Aussi se reprit-il. Et je punirai, non point parce qu'il s'agit de mademoiselle de la Vallière, bien que je l'estime particulièrement, mais parce que l'objet de la querelle est une femme. Or, je prétends qu'à ma cour, on respecte les femmes, et qu'on ne se querelle pas. Manicamp s'inclina. Maintenant, voyons, monsieur de Manicamp, continua le roi, que disait-on de mademoiselle de la Vallière ? Mais votre majesté ne devine-t-elle pas ? Moi ? Votre majesté sait bien quelles sortes de plaisanteries peuvent se permettre les jeunes gens. On disait sans doute qu'elle aimait quelqu'un, hasarda le roi. C'est probable. Mais mademoiselle de la Vallière a le droit d'aimer qui bon lui semble, dit le roi. C'est justement ce que soutenait De Guiche. Et c'est pour cela qu'il s'est battu ? Oui, sire, pour cette seule cause. Le roi rougit. Et, dit-il, vous n'en savez pas davantage ? Sur quel chapitre, sire ? Mais sur le chapitre fort intéressant que vous racontez à cette heure. Et quelle chose le roi veut-il que je sache ? Eh bien, par exemple, le nom de l'homme que la Vallière aime et que l'adversaire de Guiche lui contestait le droit d'aimer ? Sire, je ne sais rien. Je n'ai rien entendu, rien surpris. Mais je tiens De Guiche pour un grand cœur, et s'il s'est momentanément substitué au protecteur de la Vallière, c'est que ce protecteur était trop haut placé pour prendre lui-même sa défense. Ces mots étaient plus que transparents, aussi firent-ils rougir le roi, mais, cette fois, de plaisir. Il frappa doucement sur l'épaule de Manicamp. « Allons, allons, vous êtes non seulement un spirituel garçon, monsieur de Manicamp, mais encore un brave gentilhomme, et je trouve votre ami de Guiche un paladin tout à fait de mon goût. Vous le lui témoignerez, n'est-ce pas ? Ainsi donc, sire, votre majesté me pardonne ? Tout à fait. Et je suis libre ? Le roi sourit et tendit la main à Manicamp. Manicamp saisit cette main et la baisa. Et puis, ajouta le roi, vous contez à merveille. Moi, sire ? Vous m'avez fait un récit excellent de cet accident arrivé à De Guiche. Je vois le sanglier sortant du bois, je vois le cheval s'abattant, je vois l'animal allant du cheval au cavalier. Vous ne racontez pas, monsieur, vous peignez. Sire, je crois que votre majesté daigne se railler de moi, dit Manicamp. Au contraire, fit Louis XIV sérieusement, je ris si peu, monsieur de Manicamp, que je veux que vous racontiez à tout le monde cette aventure.
L'aventure de l'affût? Oui, telle que vous me l'avez contée, à moi, sans en changer un seul mot, vous comprenez? Parfaitement, sire. Et vous la raconterez? Sans perdre une minute. Eh bien, maintenant, rappelez vous-même, monsieur d'Artagnan. J'espère que vous n'en avez plus peur. Oh, sire, dès que je suis sûr des bontés de votre majesté pour moi, je ne crains plus rien. Appelez donc, dit le roi. Manicamp ouvrit la porte. Messieurs, dit-il, le roi vous appelle. D'Artagnan, Saint-Aignan et Vallaud rentrèrent. Messieurs, dit le roi, je vous fais rappeler pour vous dire que l'explication de monsieur de Manicamp m'a entièrement satisfait. D'Artagnan jeta à Vallaud d'un côté et à Saint-Aignan de l'autre un regard qui signifiait « Eh bien, que vous disais-je » Le roi entraîna Manicamp du côté de la porte, puis, tout bas, « Que monsieur de Guiche se soigne, lui dit-il, et surtout qu'il se guérisse vite. Je veux me hâter de le remercier au nom de toutes les dames, mais surtout qu'il ne recommence jamais. Dût-il mourir 100 fois, sire, il recommencera 100 fois s'il s'agit de l'honneur de votre majesté. » C'était direct, mais, nous l'avons dit, le roi Louis XIV aimait l'encens, et, pourvu qu'on lui en donnât, il n'était pas très exigeant sur la qualité. « C'est bien, dit-il en congédiant Manicamp. Je verrai de Guiche moi-même, et je lui ferai entendre raison. » Alors le roi, se retournant vers les 3 spectateurs de cette scène, « Monsieur d'Artagnan, dit-il, sire, dites-moi donc, comment se fait-il que vous ayez la vue si trouble, vous qui d'ordinaire avez de si bons yeux ? » « J'ai la vue trouble, moi, sire ? » ?»« Sans doute. Cela doit être certainement, puisque votre majesté le dit. Mais en quoi trouble, s'il vous plaît ? Mais à propos de cet événement du bois Rochin. »« Ah, sans doute. Vous avez vu les traces de 2 chevaux, les pas de 2 hommes, vous avez relevé les détails d'un combat. Rien de tout cela n'a existé. Illusion pure. »« Ah !» fit encore d'Artagnan. « C'est comme ces piétinements du cheval, c'est comme ces indices de lutte. Lutte de Guiche contre le sanglier, pas autre chose. Seulement, la lutte a été longue et terrible, à ce qu'il paraît. »« Ah !» continua d'Artagnan. « Et quand je pense que j'ai un instant ajouté foi à une pareille erreur, mais aussi vous parliez avec un tel aplomb. »« En effet, sire, il faut que j'aie eu la berlue, » dit d'Artagnan avec une belle humeur qui charma le roi. « Vous en convenez, alors ? Pardieu, sire, si j'en conviens. De sorte que, maintenant, vous voyez la chose, tout autrement que je ne la voyais il y a une demi-heure. Et vous attribuez cette différence dans votre opinion, à une chose bien simple, sire. Il y a une demi-heure, je revenais du bois Rochin, où je n'avais pour m'éclairer qu'une méchante lanterne d'écurie. Tandis qu'à cette heure, j'ai tous les flambeaux de votre cabinet, et, de plus, les 2 yeux du roi, qui éclairent comme des soleils. » Le roi se mit à rire, et de Saint-Aignan à éclater. « C'est comme monsieur Vallaud, » dit d'Artagnan, reprenant la parole aux lèvres du roi. « Il s'est figuré que non seulement monsieur de Guiche avait été blessé par une balle, mais encore qu'il avait retiré une balle de sa poitrine. »« Ma foi, dit Vallaud, j'avoue. »« N'est-ce pas que vous l'avez cru ?» reprit d'Artagnan. « C'est-à-dire, dit Vallaud, que non seulement je l'ai cru, mais qu'à cette heure encore, j'en jurerais. »« Eh bien, mon cher docteur, vous avez rêvé cela. »« J'avais rêvé ? » ?»« La blessure de monsieur de Guiche. Rêve. La balle, rêve. Ainsi, croyez-moi, n'en parlez plus. »« Bien dit, fit le roi. Le conseil que vous donne d'Artagnan est bon. Ne parlez plus de votre rêve à personne, monsieur Vallaud, et, foi de gentilhomme, vous ne vous en repentirez point. Bonsoir, messieurs. Oh, la triste chose qu'un affût au sanglier. »« La triste chose, répéta d'Artagnan à pleine voix, qu'un affût au sanglier. » Et il répéta encore ce mot par toutes les chambres où il passa. Et il sortit du château, emmenant Vallaud avec lui.
Maintenant que nous sommes seuls, dit le roi à de Saint-Aignan, comment se nomme l'adversaire de Guiche ? De Saint-Aignan regarda le roi. Oh, n'hésite pas, dit le roi, tu sais bien que je dois pardonner. De Wardes, dit de Saint-Aignan. Bien. Puis, rentrant chez lui vivement, pardonner n'est pas oublier, dit Louis XIV. Chapitre 159. Comment il est bon d'avoir 2 cordes à son arc. Manicamp sortait de chez le roi, tout heureux d'avoir si bien réussi, quand, en arrivant au bas de l'escalier et passant devant une portière, il se sentit tout à coup tiré par une manche. Il se retourna et reconnut Montalais qui l'attendait au passage et qui, mystérieusement, le corps penché en avant et la voix basse, lui dit « Monsieur, venez vite, je vous prie. »« Et où cela, mademoiselle ?» demanda Manicamp. D'abord, un véritable chevalier ne m'eût point fait cette question. Il m'eût suivi sans avoir besoin d'explication aucune. « Eh bien, mademoiselle, dit Manicamp, je suis prêt à me conduire en vrai chevalier. »« Non, il est trop tard, et vous n'en avez pas le mérite. Nous allons chez madame, venez. »« Ah ah, fit Manicamp, allons chez madame. » Et il suivit Montalais, qui courait devant lui, légère comme Galatée. Cette fois, se disait Manicamp tout en suivant son guide, je ne crois pas que les histoires de chasse soient de mise. Nous essaierons cependant, et au besoin, ma foi, au besoin, nous trouverons autre chose. Montalais courait toujours. Comme c'est fatigant, pensa Manicamp, d'avoir à la fois besoin de son esprit et de ses jambes. Enfin, on arriva. Madame avait achevé sa toilette de nuit, elle était en déshabillé élégant, mais on comprenait que cette toilette était faite avant qu'elle eût à subir les émotions qui l'agitaient. Elle attendait avec une impatience visible. Aussi, Montalais et Manicamp la trouvèrent-ils debout près de la porte. Au bruit de leurs pas, madame était venue au-devant d'eux. « Ah !» dit-elle, « enfin !»« Voici monsieur de Manicamp, » répondit Montalais. Manicamp s'inclina respectueusement. Madame fit signe à Montalais de se retirer. La jeune fille obéit. Madame la suivit des yeux en silence jusqu'à ce que la porte se fût refermée derrière elle. Puis, se retournant vers Manicamp, « Qu'y a-t-il donc ? Et que m'apprend-on, monsieur de Manicamp ?» dit-elle. « Il y a quelqu'un de blessé au château ? » ?»« Oui, madame, malheureusement, monsieur de Guiche. »« Oui, monsieur de Guiche, » répéta la princesse. « En effet, je l'avais entendu dire, mais non affirmé. Ainsi, bien véritablement, c'est à monsieur de Guiche qu'est arrivée cette infortune ? » ?»« À lui-même, madame. »« Savez-vous bien, monsieur de Manicamp, dit vivement la princesse, que les duels sont antipathiques au roi ? » ?»« Certes, madame, mais un duel avec une bête fauve n'est pas justiciable de sa majesté. »« Oh, vous ne me ferez pas l'injure de croire que j'ajouterais foi à cette fable absurde répandue je ne sais trop dans quel but et prétendant que monsieur de Guiche a été blessé par un sanglier. Non, non, monsieur, la vérité est connue et, dans ce moment, outre le désagrément de sa blessure, monsieur de Guiche court le risque de sa liberté. »« Hélas, madame, dit Manicamp, je le sais bien, mais qu'y faire ? » ?»« Vous avez vu sa majesté ? » ?»« Oui, madame. » »« Que lui avez-vous dit ? » ?»« Je lui ai raconté comment monsieur de Guiche avait été à l'affût, comment un sanglier était sorti du bois Rochin, comment monsieur de Guiche avait tiré sur lui, et comment enfin l'animal furieux était revenu sur le tireur, avait tué son cheval et l'avait lui-même grièvement blessé. « Et le roi a cru tout cela ? » ?»« Parfaitement. »« Oh, vous me surprenez, monsieur de Manicamp, vous me surprenez beaucoup. » Et madame se promena de long en large en jetant de temps en temps un coup d'œil interrogateur sur Manicamp, qui demeurait impassible et sans mouvement à la place qu'il avait adoptée en entrant. Enfin, elle s'arrêta. « Cependant, dit-elle, tout le monde s'accorde ici à donner une autre cause à cette blessure. »« Et quelle cause, madame ? » fit Manicamp. « Puis-je, sans indiscrétion, adresser cette question à votre Altesse ? » Vous demandez cela, vous, l'ami intime de monsieur de Guiche ?
Vous, son confident ? Oh, madame, l'ami intime, oui. Son confident, non. De Guiche est un de ces hommes qui peuvent avoir des secrets, qui en ont même, certainement, mais qui ne les disent pas. De Guiche est discret, madame. Eh bien, alors, ces secrets que M. de Guiche renferme en lui, c'est donc moi qui aurai le plaisir de vous les apprendre, dit la princesse avec dépit. Car, en vérité, le roi pourrait vous interroger une seconde fois, et si, cette seconde fois, vous lui faisiez le même compte qu'à la première, il pourrait bien ne pas s'en contenter. Mais, madame, je crois que votre Altesse est dans l'erreur à l'égard du roi. Sa Majesté a été fort satisfaite de moi, je vous jure. Alors, permettez-moi de vous dire, monsieur de Manicamp, que cela prouve une seule chose, c'est que Sa Majesté est très facile à satisfaire. Je crois que votre Altesse a tort de s'arrêter à cette opinion. Sa Majesté est connue pour ne se payer que de bonnes raisons. Et croyez-vous qu'elle vous saura gré de votre officieux mensonge, quand demain elle apprendra que M. de Guiche a eu pour M. de Bragelonne, son ami, une querelle qui a dégénéré en rencontre ? Une querelle pour M. de Bragelonne, dit Manicamp de l'air le plus naïf qu'il y ait au monde. Que me fait donc l'honneur de me dire votre Altesse ? Qu'y a-t-il d'étonnant ? M. de Guiche est susceptible, irritable, il s'emporte facilement. Je tiens, au contraire, madame, M. de Guiche pour très patient et n'être jamais susceptible et irritable qu'avec les plus justes motifs. Mais n'est-ce pas un juste motif que l'amitié ? Dit la princesse. Oh, certes, madame, et surtout pour un cœur comme le sien. Eh bien, M. de Bragelonne est un ami de M. de Guiche. Vous ne nierez pas ce fait. Un très grand ami. Eh bien, M. de Guiche a pris le parti de M. de Bragelonne, et comme M. de Bragelonne était absent et ne pouvait se battre, il s'est battu pour lui. Manicamp se mit à sourire, et fit 2 ou 3 mouvements de tête et d'épaules qui signifiaient « Dame, si vous le voulez absolument. » « Mais enfin, dit la princesse impatientée, parlez !»« Moi ? Sans doute, il est évident que vous n'êtes pas de mon avis, et que vous avez quelque chose à dire. »« Je n'ai à dire, madame, qu'une seule chose. »« Dites-la. »« C'est que je ne comprends pas un mot de ce que vous me faites l'honneur de me raconter. »« Comment ? Vous ne comprenez pas un mot à cette querelle de M. de Guiche avec M. de Wardes ?» s'écria la princesse presque irritée. Manicamp se tut. « Querelle, continua-t-elle, née d'un propos plus ou moins malveillant ou plus ou moins fondé sur la vertu de certaines dames. »« Ah, de certaines dames ? Ceci est autre chose, dit Manicamp. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ? Votre Altesse m'excusera, mais je n'ose. »« Vous n'osez pas ? dit madame exaspérée. Eh bien, attendez, je vais oser, moi. »« Madame, madame !» s'écria Manicamp comme s'il était effrayé. « Faites attention à ce que vous allez dire. »« Ah, il paraît que, si j'étais un homme, vous vous battriez avec moi, malgré les édits de Sa Majesté, comme M. de Guiche s'est battu avec M. de Wardes, et cela pour la vertu de mademoiselle de la Vallière. »« De mademoiselle de la Vallière ?» s'écria Manicamp en faisant un soubresaut subit comme s'il était à 100 lieues de s'attendre à entendre prononcer ce nom. « Oh, qu'avez-vous donc, monsieur de Manicamp, pour bondir ainsi ?» dit madame avec ironie. « Auriez-vous l'impertinence de douter, vous, de cette vertu ? Mais il ne s'agit pas le moins du monde, en tout cela, de la vertu de mademoiselle de la Vallière, madame. »« Comment ? Lorsque 2 hommes se sont brûlés la cervelle pour une femme, vous dites qu'elle n'a rien à faire dans tout cela et qu'il n'est point question d'elle ? Ah, je ne vous croyais pas si bon courtisan, monsieur de Manicamp. »« Pardon, pardon, madame, dit le jeune homme, mais nous voilà bien loin de compte. Vous me faites l'honneur de me parler une langue, et moi, à ce qu'il paraît, j'en parle une autre. »« Plaît-il ? » ?»« Pardon, j'ai cru comprendre que votre Altesse me voulait dire que messieurs de Guiche et de Wardes s'étaient battus pour mademoiselle de la Vallière. »« Mais oui. »« Pour mademoiselle de la Vallière, n'est-ce pas ? » répéta Manicamp. « Eh, mon Dieu, je ne dis pas que monsieur de Guiche s'occupa en personne de mademoiselle de la Vallière, mais qu'il s'en est occupé par procuration. »« Par procuration ? Voyons, ne faites donc pas toujours l'homme effaré.
Ne sait-on pas ici que M. de Bragelonne est fiancé à mademoiselle de la Vallière, et qu'en partant pour la mission que le roi lui a confiée à Londres, il a chargé son ami, M. de Guiche, de veiller sur cette intéressante personne ? Ah, je ne dis plus rien. Votre Altesse est instruite. De tout, je vous en préviens. Manicamp se mit à rire, action qui faillit exaspérer la princesse, laquelle n'était pas, comme on le sait, d'une humeur bien endurante. Madame, reprit le discret Manicamp en saluant la princesse, enterrons toute cette affaire, qui ne sera jamais bien éclaircie. Oh, quant à cela, il n'y a plus rien à faire, et les éclaircissements sont complets. Le roi saura que De Guiche a pris parti pour cette petite aventurière qui se donne des airs de grande dame. Il saura que M. de Bragelonne, ayant nommé pour son gardien ordinaire du jardin des Hespérides son ami M. de Guiche, celui-ci a donné le coup de dent requis au marquis de Vardes, qui osait porter la main sur la pomme d'or. Or, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur de Manicamp, vous qui savez si bien toutes choses, que le roi convoite de son côté le fameux trésor, et que, peut-être, saura-t-il mauvais gré à monsieur de Guiche de s'en constituer le défenseur. Êtes-vous assez renseigné, maintenant, et vous faut-il un autre avis ? Parlez, demandez. Non, madame, non, je ne veux rien savoir de plus. Sachez, cependant, car il faut que vous sachiez cela, monsieur de Manicamp, sachez que l'indignation de sa majesté sera suivie d'effets terribles. Chez les princes d'un caractère comme l'est celui du roi, la colère amoureuse est un ouragan. Que vous apaisez, vous, madame. Moi, s'écria la princesse avec un geste de violente ironie. Moi, et à quel titre ? Parce que vous n'aimez pas les injustices, madame. Et ce serait une injustice, selon vous, que d'empêcher le roi de faire ses affaires d'amour ? Vous intercéderez cependant en faveur de M. de Guiche. Et cette fois, vous devenez fou, monsieur, dit la princesse d'un ton plein de hauteur. Au contraire, madame, je suis dans mon meilleur sens, et, je le répète, vous défendrez M. de Guiche auprès du roi. Moi ? Oui. Et comment cela ? Parce que la cause de M. de Guiche, c'est la vôtre, madame, dit tout bas avec ardeur Manicamp, dont les yeux venaient de s'allumer. Que voulez-vous dire ? Je dis, madame, que dans le nom de la Vallière, à propos de cette défense prise par M. de Guiche pour M. de Bragelonne absent, je m'étonne que votre Altesse n'ait pas deviné un prétexte. Un prétexte ? Oui. Mais un prétexte à quoi ? Répéta en balbutiant la princesse que venaient d'instruire les regards de Manicamp. Maintenant, madame, dit le jeune homme, j'en ai dit assez, je présume, pour engager votre Altesse à ne pas charger, devant le roi, ce pauvre de Guiche, sur qui vont tomber toutes les inimitiés fomentées par un certain parti très opposé au vôtre. Vous voulez dire, au contraire, ce me semble, que tous ceux qui n'aiment point mademoiselle de la Vallière, et même peut-être quelques-uns de ceux qui l'aiment, en voudront au comte ? Oh, madame, poussez-vous aussi loin l'obstination, et n'ouvrirez-vous point l'oreille aux paroles d'un ami dévoué ? Faut-il que je m'expose à vous déplaire ? Faut-il que je vous nomme, malgré moi, la personne qui fut la véritable cause de la querelle ? La personne ? fit madame en rougissant. Faut-il, continua Manicamp, que je vous montre le pauvre de Guiche, irrité, furieux, exaspéré de tous ces bruits qui courent sur cette personne ? Faut-il, si vous vous obstinez à ne pas la reconnaître, et si, moi, le respect continue de m'empêcher de la nommer, faut-il que je vous rappelle les scènes de monsieur avec Milord de Buckingham, les insinuations lancées à propos de cet exil du duc ? Faut-il que je vous retrace les soins du comte à plaire, à observer, à protéger cette personne pour laquelle seul il vit, pour laquelle seul il respire ? Eh bien, je le ferai, et quand je vous aurai rappelé tout cela, peut-être comprendrez-vous que le comte, à bout de patience, harcelé depuis longtemps par De Vardes, au premier mot désobligeant que celui-ci aura prononcé sur cette personne, aura pris feu et respiré la vengeance. La princesse cacha son visage dans ses mains. « Monsieur, monsieur !» s'écria-t-elle. « Savez-vous bien ce que vous dites là, et à qui vous le dites ?» Alors, madame, poursuivit Manicamp, comme s'il n'eût point entendu les exclamations de la princesse,
Rien ne vous étonnera plus, ni l'ardeur du comte à chercher cette querelle, ni son adresse merveilleuse à la transporter sur un terrain étranger à vos intérêts. Cela, surtout, est prodigieux d'habileté et de sang-froid. Et, si la personne pour laquelle le comte de Guiche s'est battu et a versé son sang, en réalité, doit quelque reconnaissance au pauvre blessé, ce n'est vraiment pas pour le sang qu'il a perdu, pour la douleur qu'il a soufferte, mais pour sa démarche à l'endroit d'un honneur qui lui est plus précieux que le sien. « Oh !» s'écria madame, comme si elle eût été seule. « Oh ! Ce serait véritablement à cause de moi ?» Manicamp put respirer. Il avait bravement gagné le temps du repos. Il respira. Madame, de son côté, demeura quelque temps plongée dans une rêverie douloureuse. On devinait son agitation au mouvement précipité de son sein, à la langueur de ses yeux, aux pressions fréquentes de sa main sur son cœur. Mais, chez elle, la coquetterie n'était pas une passion inerte. C'était, au contraire, un feu qui cherchait des aliments et qui les trouvait. « Alors, dit-elle, le comte aura obligé 2 personnes à la fois, car M. de Bragelonne aussi doit à M. de Guiche une grande reconnaissance, d'autant plus grande que, partout et toujours, mademoiselle de la Vallière passera pour avoir été défendue par ce généreux champion. » Manicamp comprit qu'il demeurait un reste de doute dans le cœur de la princesse, et son esprit s'échauffa par la résistance. « Beau service, en vérité, dit-il, que celui qu'il a rendu à mademoiselle de la Vallière. Beau service que celui qu'il a rendu à monsieur de Bragelonne. Le duel a fait un éclat qui déshonore à moitié cette jeune fille, un éclat qui la brouille nécessairement avec le vicomte. Il en résulte que le coup de pistolet de monsieur de Wardes a eu 3 résultats au lieu d'un. Il tue à la fois l'honneur d'une femme, le bonheur d'un homme, et peut-être, en même temps, a-t-il blessé à mort un des meilleurs gentilshommes de France. Ah, madame, votre logique est bien froide. Elle condamne toujours, elle n'absout jamais. » Les derniers mots de Manicamp battirent en brèche le dernier doute demeuré non pas dans le cœur, mais dans l'esprit de madame. Ce n'était plus ni une princesse avec ses scrupules, ni une femme avec ses soupçonneux retours. C'était un cœur qui venait de sentir le froid profond d'une blessure. « Blessé à mort !» murmura-t-elle d'une voix haletante. « Oh, monsieur de Manicamp, n'avez-vous pas dit « blessé à mort » ?» Manicamp ne répondit que par un profond soupir. « Ainsi donc, vous dites que le comte est dangereusement blessé ?» continua la princesse. « Eh, madame, il a une main brisée et une balle dans la poitrine. »« Mon Dieu, reprit la princesse avec l'excitation de la fièvre. « C'est affreux, monsieur de Manicamp. Une main brisée, dites-vous, une balle dans la poitrine. Mon Dieu, et c'est ce lâche, ce misérable, c'est cet assassin de Wardes qui a fait cela. Décidément, le ciel n'est pas juste. » Manicamp paraissait en proie à une violente émotion. Il avait, en effet, déployé beaucoup d'énergie dans la dernière partie de son plaidoyer. Quant à madame, elle n'en était plus à calculer les convenances. Lorsque chez elle la passion parlait, colère ou sympathie, rien n'en arrêtait plus l'élan. Madame s'approcha de Manicamp, qui venait de se laisser tomber sur un siège, comme si la douleur était une assez puissante excuse à commettre une infraction aux lois de l'étiquette. « Monsieur, dit-elle en lui prenant la main, soyez franc. » Manicamp releva la tête. « Monsieur de Guiche, continua madame, est-il en danger de mort ? » « 2 fois, madame, dit-il. D'abord à cause de l'hémorragie qui s'est déclarée, une artère ayant été offensée à la main. Ensuite, à cause de la blessure de la poitrine qui aurait, le médecin le craignait du moins, offensé quelque organe essentiel. »« Alors, il peut mourir ? » ?»« Mourir, oui, madame, et sans même avoir la consolation de savoir que vous avez connu son dévouement. »« Vous le lui direz ? » ?»« Moi ? » ?»« Oui. N'êtes-vous pas son ami ? » ?»« Moi ? Oh non, madame, je ne dirai à monsieur de Guiche, si le malheureux est encore en état de m'entendre, je ne lui dirai que ce que j'ai vu, c'est-à-dire votre cruauté pour lui. »« Monsieur, oh, vous ne commettrez pas cette barbarie !»« Oh, si fait, madame, je dirai cette vérité, car, enfin, la nature est puissante chez un homme de cet âge.
Les médecins sont savants, et si, par hasard, le pauvre comte survivait à sa blessure, je ne voudrais pas qu'il restât exposé à mourir de la blessure du cœur après avoir échappé à celle du corps. » Sur ces mots, Manicamp se leva et, avec un profond respect, parut vouloir prendre congé. « Au moins, monsieur, dit madame en l'arrêtant d'un air presque suppliant, vous voudrez bien me dire en quel état se trouve le malade? Quel est le médecin qui le soigne? Il est fort mal, madame. Voilà pour son état. Quant à son médecin, c'est le médecin de Sa Majesté elle-même, monsieur Vallaud. Celui-ci est, en outre, assisté du confrère chez lequel monsieur de Guiche a été transporté. »« Comment? Il n'est pas au château ?» fit madame. « Hélas, madame, le pauvre garçon était si mal qu'il n'a pu être amené jusqu'ici. »« Donnez-moi l'adresse, monsieur, dit vivement la princesse. J'enverrai quérir de ses nouvelles. » Rue du Feur, une maison de briques avec des volets blancs. Le nom du médecin est inscrit sur la porte. « Vous retournez près du blessé, monsieur de Manicamp ? » ?»« Oui, madame. »« Alors il convient que vous me rendiez un service. »« Je suis aux ordres de votre Altesse. »« Faites ce que vous vouliez faire. Retournez près de monsieur de Guiche. Éloignez tous les assistants. Veuillez vous éloigner vous-même. »« Madame. » »« Ne perdons pas de temps en explications inutiles. Voilà le fait. N'y voyez pas autre chose que ce qui s'y trouve. Ne demandez pas autre chose que ce que je vous dis. Je vais envoyer une de mes femmes, 2 peut-être, à cause de leur avancée. Je ne voudrais pas qu'elles vous vissent, ou plus franchement, je ne voudrais pas que vous les vissiez. Ce sont des scrupules que vous devez comprendre, vous surtout, monsieur de Manicamp, qui devinez tout. Oh, madame, parfaitement, je puis même faire mieux. Je marcherai devant vos messagères. Ce sera à la fois un moyen de leur indiquer sûrement la route et de les protéger si le hasard faisait qu'elles eussent, contre toute probabilité, besoin de protection. Et puis, par ce moyen surtout, elles entreront sans difficulté aucune, n'est-ce pas ? Certes, madame, car passant le premier, j'aplanirais ces difficultés, si le hasard faisait qu'elles existassent. Eh bien, allez, allez, monsieur de Manicamp, et attendez au bas de l'escalier. J'y vais, madame. Attendez. Manicamp s'arrêta. Quand vous entendrez descendre 2 femmes, sortez et suivez, sans vous retourner, la route qui conduit chez le pauvre comte. Mais si le hasard faisait descendre 2 autres personnes, que je m'y trompasse. On frappera 3 fois doucement dans les mains. Oui, madame. Allez, allez. Manicamp se retourna, salua une dernière fois et sortit la joie dans le cœur. Il n'ignorait pas, en effet, que la présence de madame était le meilleur baume à appliquer sur les plaies du blessé. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé que le bruit d'une porte qu'on ouvrait et qu'on refermait avec précaution parvint jusqu'à lui. Puis il entendit les pas légers glissant le long de la rampe, puis les 3 coups frappés dans les mains, c'est-à-dire le signal convenu. Il sortit aussitôt et, fidèle à sa parole, se dirigea, sans retourner la tête, à travers les rues de Fontainebleau, vers la demeure du médecin. Chapitre 160. Monsieur Malicorne, archiviste du royaume de France. 2 femmes, ensevelies dans leurs mantes et le visage couvert d'un demi-masque de velours noir, suivaient timidement les pas de Manicamp. Au premier étage, derrière les rideaux de damas rouge, brillait la douce lueur d'une lampe posée sur un dressoir. À l'autre extrémité de la même chambre, dans un lit à colonnes torses, fermé de rideaux pareils à ceux qui éteignaient le feu de la lampe, reposait De Guiche, la tête élevée sur un double oreiller, les yeux noyés dans un brouillard épais, de longs cheveux noirs, bouclés, éparpillés sur le lit, paraient de leur désordre les tempes sèches et pâles du jeune homme. On sentait que la fièvre était la principale hôtesse de cette chambre. De Guiche rêvait. Son esprit suivait, à travers les ténèbres, un de ces rêves du délire, comme Dieu en envoie sur la route de la mort à ceux qui vont tomber dans l'univers de l'éternité. 2 ou 3 taches de sang, encore liquides, maculaient le parquet. Manicamp monta les degrés avec précipitation. Seulement, au seuil, il s'arrêta, poussa doucement la porte, passa la tête dans la chambre et, voyant que tout était tranquille, il s'approcha, sur la pointe du pied,
du grand fauteuil de cuir, échantillon mobilier du règne de Henri IV, et, voyant que la garde-malade s'y était naturellement endormie, il la réveilla et la pria de passer dans la pièce voisine. Puis, debout près du lit, il demeura un instant à se demander s'il fallait réveiller De Guiche pour lui apprendre la bonne nouvelle. Mais, comme derrière la portière il commençait à entendre le frémissement soyeux des robes et la respiration haletante de ses compagnes de route, comme il voyait déjà cette portière impatiente se soulever, il s'effaça le long du lit et suivit la garde-malade dans la chambre voisine. Alors, au moment même où il disparaissait, la draperie se souleva et les deux femmes entrèrent dans la chambre qu'il venait de quitter. Celle qui était entrée la première fit à sa compagne un geste impérieux qui la cloua sur un escabeau près de la porte. Puis elle s'avança résolument vers le lit, fit glisser les rideaux sur la tringle de fer et rejeta leurs plis flottants derrière le chevet. Elle vit alors la figure pâlie du comte. Elle vit sa main droite, enveloppée d'un linge éblouissant de blancheur, se dessiner sur la courte pointe à ramages sombres qui couvrait une partie de ce lit de douleur. Elle frissonna en voyant une goutte de sang qui allait s'élargissant sur ce linge. La poitrine blanche du jeune homme était découverte, comme si le frais de la nuit eût dû aider sa respiration. Une petite bandelette attachait l'appareil de la blessure, autour de laquelle s'élargissait un cercle bleuâtre de sang extravasé. Un soupir profond s'exhala de la bouche de la jeune femme. Elle s'appuya contre la colonne du lit et regarda par les trous de son masque ce douloureux spectacle. Un souffle rauque et strident passait, comme le râle de la mort, par les dents serrées du comte. La dame masquée saisit la main gauche du blessé. Cette main brûlait comme un charbon ardent. Mais, au moment où se posa dessus la main glacée de la dame, l'action de ce froid fut telle que De Guiche ouvrit les yeux et tâcha de rentrer dans la vie en animant son regard. La première chose qu'il aperçut fut le fantôme dressé devant la colonne de son lit. À cette vue, ses yeux se dilatèrent, mais sans que l'intelligence y allumât sa pure étincelle. Alors la dame fit un signe à sa compagne, qui était demeurée près de la porte. Sans doute, celle-ci avait sa leçon faite, car, d'une voix clairement accentuée, et sans hésitation aucune, elle prononça ces mots. « Monsieur le comte, son Altesse royale, madame, a voulu savoir comment vous supportiez les douleurs de cette blessure, et vous témoigner par ma bouche tout le regret qu'elle éprouve de vous voir souffrir. » Au mot « madame », De Guiche fit un mouvement. Il n'avait point encore remarqué la personne à laquelle appartenait cette voix. Il se retourna donc naturellement vers le point d'où venait cette voix. Mais, comme la main glacée ne l'avait point abandonné, il en revint à regarder ce fantôme immobile. « Est-ce vous qui me parlez, madame ?» demanda-t-il d'une voix affaiblie, « ou y avait-il avec vous une autre personne dans cette chambre ?»« Oui, » répondit le fantôme d'une voix presque inintelligible et en baissant la tête. « Eh bien, » fit le blessé avec effort, « merci. Dites à madame que je ne regrette plus de mourir, puisqu'elle s'est souvenue de moi. » À ce mot « mourir », prononcé par un mourant, la dame masquée ne put retenir ses larmes, qui coulèrent sous son masque et apparurent sur ses joues à l'endroit où le masque cessait de les couvrir. De Guiche, s'il eût été plus maître de ses sens, les eût vus rouler en perles brillantes et tomber sur son lit. La dame, oubliant qu'elle avait un masque, porta la main à ses yeux pour les essuyer, et, rencontrant sous sa main le velours agaçant et froid, elle arracha le masque avec colère et le jeta sur le parquet. À cette apparition inattendue, qui semblait pour lui sortir d'un nuage, De Guiche poussa un cri et tendit les bras. Mais toute parole expira sur ses lèvres, comme toute force dans ses veines. Sa main droite, qui avait suivi l'impulsion de la volonté sans calculer son degré de puissance, sa main droite retomba sur le lit, et tout aussitôt ce linge si blanc fut rougi d'une tache plus large. Et, pendant ce temps, les yeux du jeune homme se couvraient et se fermaient,
comme s'il eût commencé d'entrer en lutte avec l'ange indomptable de la mort. Puis, après quelques mouvements sans volonté, la tête se retrouva immobile sur l'oreiller. Seulement, de pâle, elle était devenue livide. La dame eut peur, mais cette fois, contrairement à l'habitude, la peur fut attractive. Elle se pencha vers le jeune homme, dévorant de son souffle ce visage froid et décoloré, qu'elle toucha presque. Puis elle déposa un rapide baiser sur la main gauche de De Guiche, qui, secoué comme par une décharge électrique, se réveilla une seconde fois, ouvrit de grands yeux sans penser et retomba dans un évanouissement profond. « Allons, dit-elle à sa compagne, allons, nous ne pouvons demeurer plus longtemps ici. J'y ferai quelque folie. Madame, madame, votre Altesse oublie son masque, dit la vigilante compagne. Ramassez-le, répondit sa maîtresse en se glissant éperdue par l'escalier. Et, comme la porte de la rue était restée entr'ouverte, les deux oiseaux légers passèrent par cette ouverture et, d'une course légère, regagnèrent le palais. L'une des deux dames monta jusqu'aux appartements de madame, où elle disparut. L'autre entra dans l'appartement des filles d'honneur, c'est-à-dire à l'entresol. Arrivée à sa chambre, elle s'assit devant une table et, sans se donner le temps de respirer, elle se mit à écrire le billet suivant. « Ce soir, madame a été voir monsieur De Guiche. Tout va à merveille de ce côté. Allez du vôtre, et surtout, brûlez ce papier. » Puis elle plia la lettre en lui donnant une forme longue et, sortant de chez elle avec précaution, elle traversa un corridor qui conduisait au service des gentilshommes de monsieur. Là, elle s'arrêta devant une porte, sous laquelle, ayant heurté 2 coups secs, elle glissa le papier et s'enfuit. Alors, revenant chez elle, elle fit disparaître toute trace de sa sortie et de l'écriture du billet. Au milieu des investigations auxquelles elle se livrait, dans le but que nous venons de dire, elle aperçut sur la table le masque de madame, qu'elle avait rapporté suivant l'ordre de sa maîtresse, mais qu'elle avait oublié de lui remettre. « Oh oh !» dit-elle, « n'oublions pas de faire demain ce que j'ai oublié de faire aujourd'hui. » Et elle prit le masque par sa joue de velours, et, sentant son pouce humide, elle regarda son pouce. Il était non seulement humide, mais rougi. Le masque était tombé sur une de ces taches de sang qui, nous l'avons dit, maculaient le parquet, et, de l'extérieur noir, qui avait été mis par le hasard en contact avec lui, le sang avait passé à l'intérieur et tachait la batiste blanche. « Oh oh !» dit Montalet, car nos lecteurs l'ont sans doute déjà reconnu à toutes les manœuvres que nous avons décrites. « Oh oh ! Je ne lui rendrai plus ce masque, il est trop précieux maintenant. » Et, se levant, elle courut à un coffret de bois d'érable qui renfermait plusieurs objets de toilette et de parfumerie. « Non, pas encore ici, dit-elle. Un pareil dépôt n'est pas de ceux que l'on abandonne à l'aventure. » Puis, après un moment de silence et avec un sourire qui n'appartenait qu'à elle, « Beau masque, ajouta Montalet, teint du sang de ce brave chevalier. Tu iras rejoindre au magasin des merveilles les lettres de la Vallière, celles de Raoul, toute cette amoureuse collection, enfin, qui fera un jour l'histoire de France et l'histoire de la royauté. Tu iras chez monsieur Malicorne, continua la folle en riant, tandis qu'elle commençait à se déshabiller. Chez ce digne monsieur Malicorne, dit-elle en soufflant sa bougie, qui croit n'être que maître des appartements de monsieur, et que je fais, moi, archiviste et historiographe de la maison de Bourbon et des meilleures maisons du royaume. Qu'il se plaigne, maintenant, ce bourru de Malicorne. Et elle tira ses rideaux et s'endormit.